suis ravi d'être avec vous pour qu'on puisse discuter, je pense que là la situation permet, de la prise en charge de l'hypersensibilité au bêta-lactamine chez l'enfant, qui est un sujet extrêmement fréquent, je pense, dans votre pratique courante de médecin généraliste ou pédiatre, d'ailleurs aussi plus ou moins spécialisé entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a besoin du micro. S'il y a besoin du micro? Et c'est sombre. Honnêtement, non. Ouais, moi je pense qu'il n'y a pas besoin. Très bien. Alors, première mise en situation, vous recevez un enfant de 9 mois en consultation pour une suspicion d'allergie à l'amoxicilline. Et en effet, cet enfant a été traité par amoxicilline pour une infection ARL il y a plusieurs mois, il y a 2 mois. Et 30 minutes après la prise, il présente ça, c'est-à-dire une urticaire diffuse. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de malaise, pas de dyspnée, c'était une urticaire diffuse isolée. Et les symptômes disparaissent rapidement, puisqu'ils disparaissent en 1 heure, sous antihistaminiques. Devant cette réaction immédiate, bénigne, légère, on évoque une allergie IgE-médiée, puisque la nature et la chronologie des symptômes sont évocateurs, la chronologie et la nature. On réalise des prick tests et une IDR à lecture immédiate, qui sont négatifs. On propose donc un test de provocation en hôpital de jour, et l'enfant va faire une réaction, puisqu'il va faire une urticaire généralisée avec une dyspnée sifflante, autrement dit, il va faire une anaphylaxie. Le diagnostic d'hypersensibilité immédiate, possiblement IgE-médiée, est ici confirmé. Et voilà un autre cas de figure, où on reçoit une enfant de 3 ans et demi qui n'a pas d'antécédent pour une suspicion d'allergie à l'amoxicilline, encore une fois. Mais l'histoire est un peu différente. Il y a 8 mois, elle est traitée par amoxicilline et paracétamol aussi, pour une otite moyenne aiguë. Et puis, elle présente ça, donc elle présente un exanthème maculo-papuleux généralisé qui survient au 3e jour de prise. Aucun autre symptôme, donc là encore les symptômes sont bénins, et la durée est de 4 jours. Depuis, elle tolère le paracétamol et le cefpodoxime. La réaction est ici retardée, elle est bénigne, ça évoque pas un mécanisme IgE-médié, ça évoque plutôt un mécanisme médié par des lymphocytes T. Et du coup, on n'effectue aucun bilan, et on propose un test de provocation par voie orale, direct, c'est-à-dire sans bilan allergologique préalable. Aucune réaction n'est survenue, et donc le diagnostic d'hypersensibilité est ici écarté. Alors quels sont les points communs et les différences selon vous entre ces deux observations? La différence, c'est... Alors attendez, un par un si j'ose dire. Alors, vous disiez. Le délai d'apparition des symptômes par rapport à la prise de l'amoxicilline. Voilà, il y en a un qui est comment et l'autre qui est comment? Le premier, il a été aussi court que... Immédiat, retardé. Il y en a un qui est immédiat, il y en a un qui est retardé. Il y en a un qui survient tout de suite et l'autre qui survient pas tout de suite. Ça, c'est une observation. Ensuite, L'aspect La nature de l'éruption. la nature, c'est-à-dire Là, il y a l'urticaire et là, c'est un maculo-papuleux. Donc la nature est différente. Mais il y a un point commun dans ces natures différentes. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? C'est pas grave. C'est bénin. Mais non, ça c'est un vache, l'autre c'est un urticaire. Les deux sont des raches, mais les deux sont bénins. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre chose commune ou différente? Comment? La durée. La durée, oui, effectivement, elle est assez courte ici. L'autre, elle est brève. Mais là, elle n'est pas très longue, c'est 4 jours. Ok, ensuite? Il peut disparaître seulement par un antihistaminique. Ou tout seul. Ou tout seul, à l'arrêt du traitement. Ouais. la réponse à l'antihistaminique. Ouais, mais est-ce qu'on les a explorées de la même manière, ces deux réactions-là? Non. Il y en a une qu'on a explorée comment? Celle-là, qu'est-ce qu'on a fait? Année, Ouais, et celle-là, on a fait ou on n'a pas fait? on n'a pas fait pour la deuxième. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne suspecte pas un IgE immédiat. Exactement, exactement. Ben, je crois que vous avez tout dit. Après, il y a un truc qu'il faut dire aussi. Si je vous dis, vous voyez un enfant de 3 mois ou de 3 ans en consultation pour un infarctus du myocarde, ça vous choque? Vous avez l'air choqué. C'est normal, parce que ce n'est pas l'histoire naturelle de l'infarctus du myocarde. Par contre, l'allergie aux antibiotiques, c'est hyper fréquent chez les enfants. Les suspicions d'allergie aux antibiotiques sont hyper fréquentes. Donc c'est pas un hasard que ces cas soient des enfants. C'est pas un hasard que ce soit l'amoxicilline.
Parce que c'est le médicament le plus prescrit, c'est l'antibiotique le plus prescrit, c'est l'antibiotique qui génère le plus de réactions adverses et le plus de suspicion d'allergie. Ensuite, on a tout dit. Il y a une chose bizarre, Ouais. c'est que ça arrive même comme dans ce cas. On a prescrit pour le même enfant il y a 2, 3, 4 mois, dans les antécédents, dans l'historique, on voit qu'on lui donnait une amoxicilline, tout était passé Ouais. sans aucun problème. Et pourquoi c'est bizarre ça? Et c'est bizarre parce que cette fois-ci, on a donné la même molécule et elle a fait une allergie. Et Il pourquoi faut c'est une bon? sensibilisation. Le phénomène d'Artus, il faut une réaction. Ok, j'ai compris. On en reparle un peu après, ok? Alors, ce qui est un point commun aussi, c'est qu'ici on a affaire à des réactions qui sont bénignes, les deux. Même si il y en a une qui est immédiate à type d'urticaire, et donc la chronologie et la nature évoquent un mécanisme IgE-médié potentiel, alors que l'autre elle est retardée, et que sa nature n'évoque pas un mécanisme IgE-médié du tout. La chronologie et la nature ne se fait pas du tout médier par des IgE, ça. Donc on a exploré de deux manières différentes. Ici, on s'est dit c'est potentiellement IgE-médié, donc on s'est dit ben, le prochain coup, il y a peut-être un vrai risque anaphylactique en cas de réexposition. Donc là, on s'est dit oulala, on va y aller doucement, on va faire des tests, et si les tests sont négatifs, on fera un test de provocation. Donc on a fait des tests cutanés préalables. Ici, on n'a pas fait de test cutané préalable parce qu'on ne pense pas que c'est un mécanisme IgE-médié, et que donc le risque d'anaphylaxie, il est quoi? Faible. Moindre, faible. Franchement, c'est comme si vous disiez un truc qui est pas Bah, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il Alors, est- est-ce qu'il est nul? Eh bien, il est entre nul et faible, c'est-à-dire, il est... Non, non, il est celui de la population générale. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que quand vous prescrivez un jour un traitement à un patient, et que ce traitement, il l'avait déjà pris, peut-être que la fois d'avant, il s'est sensibilisé à ce traitement, il a fabriqué des anticorps contre ce traitement, et le coup d'après, il va faire une anaphylaxie. Ce risque de la population générale, c'est 1 sur 200 000. Donc il faudrait prescrire 200 000 fois de l'amoxicilline pour voir une anaphylaxie. Alors, avant de continuer, on va faire quelques petites définitions pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ce qu'on appelle une hypersensibilité, c'est une réaction adverse à une substance donnée. Lorsqu'elle est médiée par un mécanisme immunologique spécifique de cette substance, ça s'appelle une allergie. Lorsqu'elle n'est pas médiée par des mécanismes immunologiques, il ne s'agit pas d'une allergie. Monsieur Lesby, pardon. Vous préférez? Parce que ça passait sans, semble-t-il. C'est mieux avec. Je vais me casser la voix. Et alors, par exemple, si un patient prend de l'amoxicilline ou de l'augmentin, de l'amoxicilline plus acide clavulanique, et qu'il a de la diarrhée, bah, c'est pas immunologique, ça. Ça a tué les microbes de son tube digestif, peut-être que ça modifie la réabsorption d'eau, je sais pas, au niveau du côlon. Donc là, je parle sous surveillance du professeur Tognan. Et puis, bon, à la fin, ça donne des diarrhées, on a mal au ventre, mais très clairement, ce n'est pas immunologique. Lorsque la réaction est médiée par des mécanismes immunologiques spécifiques de la substance, ça s'appelle une allergie. Les deux mécanismes les plus classiques, les plus fréquents, sont ceux qui impliquent les anticorps de type IgE et ceux qui impliquent les lymphocytes T, mémoire, qui sont spécifiques. Et bien entendu, c'est très important ça parce que, certes, le mécanisme est différent, mais l'expression clinique est différente et donc le risque en cas de réexposition est différent. Ensuite, un point qui est très important. La chronologie, ce n'est pas un mécanisme. En allergologie, les réactions se caractérisent d'abord par leur chronologie, puis ensuite leur nature. On considère que les symptômes sont immédiats lorsqu'ils apparaissent dans l'heure qui suit l'exposition. Et quand c'est immédiat, on se dit, tiens, c'est compatible avec un mécanisme IgE médié. Et puis quand la réaction, elle survient au-delà d'une heure, ou plusieurs heures ou plusieurs jours après l'exposition, eh bien, ce n'est pas immédiat, c'est retardé. Et donc, évidemment, ça n'évoque pas un mécanisme IgE médié. Ici, on se dit qu'il y a potentiellement un risque anaphylactique en cas d'exposition ultérieure. Là, le risque est celui de la population générale, c'est-à-dire 1 sur 200 000. Et alors, ça a l'air simple, ce concept, mais pour être sûr que vous ayez bien compris, on va voir en pratique ce que vous pensez.
Vous avez un enfant qui est sous amoxicilline et qui en prend pour une otite. Le lundi matin, il en prend, tout se passe bien. Lundi soir, il en prend, tout se passe bien. Mardi, il en prend. Mercredi, il en prend, matin et soir. Jeudi matin, il en prend et une demi-heure après, il a de l'urticaire. Immédiat ou retardé? Eh bien, vous faites la confusion entre chronologie et mécanisme. Cette réaction est immédiate puisqu'elle est survenue dans l'heure qui suit la prise. En revanche, elle n'évoque pas un mécanisme IgE médié. Et quelque part, c'est comme si inconsciemment vous étiez allé plus vite, quoi. Vous dites non, ça c'est retardé. Non, c'est immédiat. Par contre, ça n'évoque pas un mécanisme IgE médié. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un d'allergique à l'arachide qui peut manger 3 jours de M&M, c'est le 4e, faire une anaphylaxie? Personne. Ben, c'est pareil. Donc ne confondez pas chronologie et mécanisme. C'est très important. Alors comment on fait le diagnostic d'une allergie? Eh bien pour faire le diagnostic d'une allergie, il faut 2 choses. D'une part, des symptômes évocateurs d'allergie, caractérisés par leur chronologie et leur nature. Puis la mise en évidence d'un mécanisme immunologique spécifique de la substance. Autrement dit, la présence, l'existence de tests positifs. Quand on a les 2, ça s'emboîte, c'est une allergie. Quand on n'a pas les 2, ben, ce n'est pas une allergie. Et donc, par exemple, vous avez remarqué le terme qu'on a employé ici, là. Cette vignette, vous vous rappelez, on a fait des tests, ils sont négatifs. S'ils avaient été positifs, quel aurait été le diagnostic? Ben, il a des symptômes évocateurs, chronologie nature évocateur d'une allergie. S'il avait eu des tests positifs, on aurait dit allergie. Or, les tests ne sont pas positifs. On a fait un test de provocation et ce test de provocation, lui, est positif. Quel diagnostic? Ce n'est pas une allergie. Je n'ai pas écrit allergie là, j'ai écrit hypersensibilité. Et c'est pas juste un jeu de mots. Nous, on est des scientifiques. Un chat, ça s'appelle un chat. Pourquoi c'est pas une allergie? Parce qu'on n'a pas mis en évidence le mécanisme immunologique spécifique. Peut-être que les tests sont faussement négatifs, peut-être. Mais pour que ce soit une allergie, il faut mettre en évidence le mécanisme immunologique spécifique. C'est pour ça qu'ici, on a appelé cette réaction une hypersensibilité immédiate et possiblement IgE médiée, et non pas une allergie IgE médiée. Certes, ça ne change rien, mais on appelle un chat un chat. Alors, comment on fait pour mettre en évidence un mécanisme immunologique avec les médicaments? Lorsqu'on suspecte une réaction IgE médiée, on peut faire des prick tests. On peut potentiellement faire un dosage d'IgE spécifique, mais je vous dis tout de suite, avec les antibiotiques et les pénicillines en particulier, ou les bêta-lactamines, ça ne sert à rien. Et on peut faire des intradermoréactions à lecture immédiate. Et puis si on suspecte un mécanisme médié par des lymphocytes T, ben, on peut faire des intradermoréactions à lecture retardée ou des patchs. Et on va voir ensuite que finalement, ces tests sont peu utiles en pratique, dans l'immense majorité des cas. Alors le problème dont on parle, la suspicion d'allergie ou d'hypersensibilité aux antibiotiques, c'est un problème très important. Il y a entre 5 et 20% de la population qui est étiquetée allergique aux pénicillines. Dans la population générale, c'est majeur. En France, peut-être plus 5 à 10%. Et de fait, on a un grand nombre de gens qui sont étiquetés, mais l'allergie ou l'hypersensibilité réellement confirmée, c'est une rareté. Et comment on sait que c'est rare? Avec des études comme celle-là, qui datent un peu, mais qui est vraiment assez bien faite, et qui permettent de mesurer l'ampleur du problème. Ils ont pris 1426 enfants de 7 ans qui consultaient dans un hôpital au Portugal. Et à ces 1426 enfants, ils ont fait passer des questionnaires, ils les ont donnés aux parents. Hein. Est-ce que votre enfant a présenté des réactions adverses aux médicaments? Est-ce que de quel type étaient ces réactions? Est-ce que c'était une allergie? Est-ce que vous avez été étiqueté allergique, oui ou non? Vous voyez qu'il y a beaucoup de patients, on va voir, qui rapportaient des réactions, mais le plus souvent, c'était les bêta-lactamines et puis les anti-inflammatoires. Sur 1426, 143 rapportent des effets indésirables, c'est-à-dire 10% de la population.
Et parmi ces patients, 67 disent, les parents disent dans le questionnaire, c'est une allergie. On est étiqueté allergique. Notre enfant est étiqueté allergique. Donc vous voyez sur cette population-là, qui est certes un peu particulière dans un hôpital, etc., mais 5% de la population est étiquetée allergique aux médicaments. Et ensuite, les allergologues ont réexaminé tous les symptômes, les questionnaires de tout le monde, et ils ont dit, OK, à chaque fois qu'on a une vraie suspicion, on va faire la démarche standard. On va faire des prick tests, enfin on va faire des tests cutanés. S'ils sont positifs, on va porter le diagnostic d'allergie, immédiate ou retardée. S'ils sont négatifs, on ne pourra pas dire que c'est une allergie, mais on fera un test de provocation. Et si le test de provocation est positif, on dira que le patient est hypersensible, immédiat ou retardé. In fine, 3 enfants sont allergiques ou hypersensibles. Donc la prévalence dans cette population de l'allergie, c'est 0,2%. C'est 3 divisé, enfin de l'allergie ou de l'hypersensibilité, c'est 3 divisé par 1426, c'est 0,2%. Donc c'est très très rare. Et donc c'est important parce que le point de vue, quand vous recevez un patient qui est suspect d'être allergique, c'est pas qu'il est suspect d'être allergique, c'est qu'il est suspect de ne pas être allergique. C'est très important. Moi, quand je reçois un patient, on me dit bon, on croit qu'il est allergique au bêta-lactamine. Moi, dans ma tête, il n'est pas allergique par défaut. Alors qu'en fait, on a souvent l'impression inverse. Il est allergique par défaut dès qu'il fait un truc. Et puis, autre enseignement de cette étude, mais qui était difficilement représentable, c'est que l'anamnèse était évocatrice par les médecins, allergologues, dans 2,7% des cas. Autrement dit, 10 fois plus que la réalité de l'hypersensibilité. Autrement dit, l'anamnèse seule est insuffisante. Elle surdiagnostique. En conséquence, il faut faire quelque chose. Il faudra faire des tests. Il faudra faire un test de provocation, des tests cutanés, des tests de provocation. Mais en tout état de cause, l'anamnèse surestime. Alors comment on doit analyser les réactions aux bêta-lactamines et en pratique aux médicaments? Et en réalité, comment on doit analyser toute réaction suspecte d'être une allergie? Très simple, par la chronologie et la nature des symptômes. C'est la base en allergologie. Chronologie, on considère que la réaction est immédiate lorsqu'elle survient dans l'heure après la prise et qu'elle est non immédiate ou retardée lorsqu'elle survient dans les heures ou les jours qui suivent l'exposition. Et puis ensuite, on regarde la nature des symptômes et on se dit que des réactions potentiellement IgE-médiées surviendraient immédiatement et seraient de nature cutanéo-muqueuse, respiratoire, digestive ou anaphylactique, classique. Cutanéo-muqueux, classique, urticaire, œdème, rhinoconjonctivite. Respiratoire, c'est l'asthme. L'anaphylaxie, vous connaissez. Et digestif, en fait, c'est assez rare que le médicament soit responsable pour des raisons, par un mécanisme immunoallergique, de troubles digestifs. Honnêtement, si le patient vomit une fois, c'est que le truc est dégueulasse, c'est que voilà, c'est pas très bon, c'est un produit chimique, point. C'est assez rare. Comment ? Oui, pareil. C'est rarement immunoallergique, cette histoire-là. C'est rarement une hypersensibilité. Oui ? Oui ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est immédiat. Alors, les APLV peuvent être IgE-médiés et peuvent ne pas être IgE-médiés. Mais si vous voulez, on en parle après, parce que ça sort un peu du champ de... Voilà. Mais disons que c'est quand même, ça ressemble, parce que, quand même, les réactions qui sont médiées, j'ai oublié un E, par des lymphocytes T, eh bien, elles sont retardées, et elles peuvent être urticariennes. On peut faire une urticaire à J3, J4, J5. Et aussi, elles peuvent être de nature exanthème maculopapuleux, comme la deuxième vignette qu'on a vue tout à l'heure. Tout le reste, ça sort du champ de cette présentation. Tout le reste, c'est extrêmement rare. Tout le reste, on ne le voit pas, et en fait, c'est même un non-problème. Je veux dire, si vous voyez un DRESS, qu'est-ce que vous faites? Vous le sortez de votre cabinet, vous l'amenez en urgence dans un centre adapté. Si vous voyez un LAIEUL, c'est pareil. Et c'est tellement des raretés qu'on n'en voit jamais. Tout ce qui est érythème pigmenté fixe, pseudomaladie sérique, LAIEUL, DRESS, pustulose, ça sort du champ de notre truc. C'est très très rare. Le plus fréquent, c'est ça. Et donc finalement, on avance doucement. À votre avis, quelles sont les données
d'interrogatoire indispensable à rechercher en cas de suspicion d'allergie ou d'hypersensibilité aux bêta-lactamines. Le terrain d'atopie, bof, ce n'est pas un facteur de risque. Ce n'est pas une réaction contre un produit de l'environnement, de nature protéique. Ça ne rentre pas dans les cadres des maladies atopiques. Ce n'est pas un facteur de risque. Ensuite, la dose, je ne sais pas, personne ne sait vraiment la dose. En tout cas, c'est-à-dire que celui qui a une réaction IgE médiée, moi j'en ai vu, franchement, on lui donne un demi-goutte de sirop en hôpital de jour, ils font une anaphylaxie. Puis le problème de la dose, c'est que c'est dépendant de plusieurs facteurs, en particulier individuels. Par exemple, dans les allergies IgE médiées, lorsqu'on a une infection, notre seuil de tolérance baisse, donc la réaction peut être plus grave. Lorsqu'on a ses menstruations, lorsqu'on a bu de l'alcool, lorsqu'on est en privation de sommeil, le seuil de réactivité baisse. Bon, après, la matrice, c'est-à-dire que ça se comprend facilement pour un aliment, un peu plus difficilement pour un médicament, mais ça joue. Par exemple, si vous prenez un curly, donc un gâteau soufflé avec des cacahuètes, là, bah déjà, il y a très peu de cacahuètes dedans. Et en plus, c'est dans une matrice qui contient du gras, du riz soufflé ou je sais pas quoi, là, qui, en fait, impacte sur la réaction, vraisemblablement. Et puis après, il y a la quantité prise. Et puis la voix, IV ou Péros, tout ça peut jouer. Donc la dose, c'est une bonne question, mais on ne sait pas exactement. Ouais, probablement plus en aliment. Ensuite, quelles autres questions il faut poser ? Chronologie, bien sûr, nature des symptômes, oui. La récurrence, très bonne question. Il y a une question qu'il faut toujours poser, c'est est-ce que vous en avez repris depuis ? Celui qui vous dit, ah bah ouais, il en a repris 2 fois depuis, mais il avait fait des boutons il y a 6 mois, bah c'est qu'on peut s'arrêter là. Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une hypersensibilité. Les symptômes, puisqu'ils sont médiés en cas d'allergie par des mécanismes immunologiques, sont reproductibles. Genre un IgE ou un lymphocyte T, ça va se rater. Ça n'existe pas, ça. Ensuite, la condition de la réaction. Infection en particulier, ils sont prescrits parce qu'il y a une infection. L'infection chez les enfants, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des boutons. Première cause d'urticaire chez l'enfant, infection, pardon. Ensuite, réaction croisée, on en dira peut-être un mot après. Bon, je vais vous aider un peu. Par exemple, antécédent chez la mère ou chez le père, est-ce que c'est une bonne question ? Ou non. Alors oui ou non. L'atopie familiale n'est pas un facteur de risque d'allergie aux médicaments. Maintenant, si la mère, elle vous dit « Non, mais moi, je suis allergique à l'amoxicilline », ce n'est pas du tout un facteur, parce que 10%, 20% de la population est suspecte d'être allergique et que les parents n'ont jamais été évalués dans l'immense majorité des cas. Et de toute façon, ce n'est pas comme l'atopie, quelque chose de transmissible. Donc ça, non. Ensuite, bonne question. Par exemple, dans la vignette numéro 2, l'enfant avait reçu du paracétamol. Du paracétamol. Pourquoi ce ne serait pas le paracétamol qui est responsable ? En l'occurrence, on y pense rarement, alors que ça donne de vraies allergies ou hypersensibilités. Et de fait, cette patiente en avait repris du paracétamol, donc on a pu exclure. Mais bonne question. Alors, je vais vous aider un peu. Antécédents familiaux, absence de lien. La date de l'épisode, c'est intéressant. C'était quand ? Et effectivement, statistiquement, plus c'est ancien, plus on a un biais de mémorisation de la réaction, d'abord. Et surtout, statistiquement, plus c'est ancien, moins c'est probable. Comme si, finalement, c'était tellement bénin que personne ne s'est excité sur le truc et qu'en fait, c'était rien et que voilà. Le motif de prescription, évidemment, c'est important puisque infection, ça donne des éruptions, ce que vous disiez. La chronologie et la nature des symptômes pour caractériser la réaction et sa nature potentielle. Prise antérieure du médicament. Est-ce que c'est important, ça ? Ben, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment important. Je comprends votre remarque, bien entendu. Mais je vais vous dire, la réalité, c'est que c'est une question à laquelle on n'a pas toujours la réponse. Et parfois, la réponse est incertaine. On n'a pas toujours la réponse parce que vous avez des parents qui ont 2, 3 enfants, ils ne se rappellent pas, puis c'est pas noté dans le carnet de santé, puis ils ne savent plus. Alors, attention,
Peut-être que l'enfant aussi n'en a jamais pris pendant sa vie postnatale, mais peut-être que la mère a pu en prendre pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement. On demande, mais ils ne savent plus. Ils ne savent plus, bon, voilà. Et puis parfois, ils se trompent aussi. Donc, in fine, si on pose une question et que la réponse à cette question n'est pas certaine, est-ce qu'on peut fonder notre raisonnement sur quelque chose d'incertain? Est-ce qu'on peut fabriquer une maison sans fondation? Ben moi, je ne crois pas. Donc je pense que ce n'est pas une bonne question. Et dans ma pratique, j'ai remarqué qu'en fait, on peut se passer de cette question. Et la patiente que j'ai vue avec le plus gros test cutané positif de tous les patients que j'ai vus, ben, elle n'en avait jamais reçu. Jamais. Alors après, il y a des choses qu'on ne sait pas, je veux dire, mais bon, voilà. Les parents vous soutiennent mordicus que c'est impossible qu'elle en ait reçu. Et puis alors après, du coup, dans ces cas-là, on imagine qu'il y ait pu y avoir quand même une consommation. Alors allez savoir si à la crèche, ils n'ont pas donné à l'un et pas à l'autre. Voilà. Allez savoir si la grand-mère s'est pas trompée. Allez savoir si dans l'alimentation, il n'y a pas des antibiotiques qui sont proches de ceux qu'on... Voilà. Donc, in fine, tout ça, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est recommandé de demander. Mais moi, personnellement, à titre personnel, donc ça n'engage que moi, mais je pense que ce n'est pas une très bonne question. Prise ultérieure du médicament, c'est majeur. Ce que vous disiez, s'il en a repris et qu'il ne s'est rien passé, c'est terminé. Pas besoin d'explorer. Médicaments associés, bah oui, les autres médicaments peuvent être responsables de la réaction. Et puis la durée, ça, il faut rechercher la durée. Une réaction retardée, médiée par des lymphocytes T, si elle dure plus d'une semaine, 10 jours, ça fait très toxidermie. Bien sûr, il peut y avoir des viroses qui durent 15 jours sans aucun problème, mais enfin, méfiez-vous, ce n'est pas du bénin standard. Et de la même manière, un truc IgE-médié, ça ne dure pas 4 jours, quoi. Ça dure quelques heures. Alors, s'il y a bien 2 éléments qui sont en faveur du diagnostic d'allergie ou d'hypersensibilité vrai, c'est la précocité et la sévérité. Autrement dit, l'anaphylaxie. Si vous avez un enfant qui a fait une anaphylaxie, c'est très évocateur. Mais n'oubliez jamais que l'interrogatoire seul ne fait pas le diagnostic et qu'il faut quand même faire quelque chose pour avancer et pour conclure. Alors, voilà une étude qui est importante parce que d'abord, c'est en nombre la plus grande, celle qui contient le plus grand nombre de patients. Et puis, elle avait été faite par mon prédécesseur, Claude Ponvert, donc à Paris. Donc, c'est des patients que j'étais potentiellement à même de recevoir et que dans la région parisienne, on reçoit en fait en pratique. Et là, c'est quand même 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de 1500 patients dans la base de données en 5 ans. Il avait reçu 1430 enfants pour suspicion d'allergie aux bêta-lactamine. Et à tous, il a fait l'exploration standard des tests. Puis si c'est positif, il a dit bah, c'est une allergie, IgE médiée ou retardée, ou médiée par des lymphocytes. Puis si c'est négatif, il a fait des tests de provocation. Si les tests de provocation sont positifs, il a conclu hypersensibilité immédiate ou retardée. Si les tests de provocation sont négatifs, il a conclu qu'il n'y avait rien. Et vous voyez tout de suite la répartition. Il y avait 162 réactions immédiates et 1260 réactions non immédiates, retardées. Quand on s'intéresse aux réactions immédiates, on voit qu'il a posé le diagnostic d'allergie ou d'hypersensibilité dans 50 cas. 43 parce qu'ils avaient des tests cutanés positifs et 7 qui avaient des tests cutanés négatifs mais qui ont eu un test de provocation positif. Parmi les réactions retardées, il a porté le diagnostic d'allergie ou d'hypersensibilité dans 177 cas, 60 parce qu'il y avait des tests cutanés positifs. Donc là, il s'est tapé 1260 tests pour en trouver 60 positifs, et 117 qui avaient des tests cutanés négatifs, mais qui ont eu un test de provocation positif. Et donc, si on fait des statistiques simples, en cas de réaction immédiate, le risque d'allergie ou d'hypersensibilité confirmée est de 50 divisé par 162, autrement dit 30%. Autrement dit, notre enfant de la vignette 1, vous vous rappelez, eh bien, il avait 70% de risque, ou de chance, de ne pas être allergique ou hypersensible. Et effectivement, plus c'est sévère, plus le risque augmente. Ici, lorsque le tableau initial évoquait une anaphylaxie, le diagnostic d'allergie ou d'hypersensibilité était porté dans 50% des cas. Et il a conclu que ces tests étaient sensibles, mais clairement, on ne peut pas dire ça. D'abord, on ne peut pas dire ça parce qu'il n'a pas fait le nécessaire
pour calculer la sensibilité, c'est-à-dire qu'il n'a pas proposé de test de provocation à ceux qui avaient des tests cutanés positifs. Il y a 20 ans d'expérience et donc au départ, il concentrait beaucoup plus ses intradermoréactions, etc. Donc il y a beaucoup de faux positifs dans son truc. Et d'ailleurs, de tels chiffres n'ont pratiquement plus jamais été retrouvés. Lorsque la réaction est retardée, le risque d'hypersensibilité ou d'allergie est de 177 divisé par 1269, autrement dit 15%. Et puis moins c'est sévère, moins c'est une hypersensibilité ou une allergie. Vous vous rappelez la vignette 2, la petite fille de 3 ans et demi ? Eh bien, exanthème maculo-papuleux retardé, il y en a 10% dans cette étude qui sont vraiment des hypersensibilités ou des allergies. Et ici, les tests sont vraisemblablement peu sensibles. Il a trouvé 60 sur 177 patients avec une réaction retardée qui avaient des tests positifs. Une autre étude est sortie au même moment, et ils ont pris cette fois 88 enfants qui avaient une suspicion d'allergie aux bêta-lactamines retardée, non sévère, donc vraiment l'urticaire isolé, l'exanthème maculo-papuleux isolé, quoi. Et à tous, les auteurs ont fait des intradermoréactions, et à tous, quel que soit le résultat, ils ont fait des prick tests, et ils ont fait un test de provocation pour confirmer. Alors je ne vais pas m'attarder sur la valeur des tests ici, qui là encore, c'est une vieille étude, ont été faits dans des conditions qui ne sont pas optimales, avec des défauts, des erreurs de concentration, etc. Mais on va s'intéresser à deux choses. D'abord, premièrement, il a trouvé en tout 6 patients qui avaient des tests de provocation positifs, donc une hypersensibilité réellement confirmée, ce qui fait 7%. Vous voyez, c'est le même ordre de grandeur que 10% pour ces réactions retardées, non sévères. Et puis, ce qu'il a observé, c'est que le rash qu'il avait lorsque les enfants présentaient un test de provocation positif, ils n'étaient pas plus sévères que celui observé lors de la réaction index. Et ça, c'est très important. Du coup, dans ces réactions retardées non sévères, faut-il faire des tests ? Une méta-analyse récente indique clairement que la valeur des tests cutanés, lorsqu'on mélange les réactions immédiates, les réactions retardées, les adultes, les enfants, différents tests, etc. Donc, bon, c'est une méta-analyse qui est tout à fait discutable. Mais leur sensibilité, elle est de 30%. Autrement dit, la probabilité que le test soit positif si l'enfant a vraiment une allergie, elle est de 3 sur 10. Oui, oui. Et d'ailleurs, les IgE spécifiques, vous voyez, c'est 19% leur sensibilité. Mais ce que ça veut dire, c'est que faire des tests comme ça à tout le monde, ça ne marche pas. C'est certain, c'est pas adapté. Et ça, plus ça, a conduit aux recommandations actuelles qui disent que lorsque la réaction elle est immédiate, on suspecte un mécanisme IgE médié, il faut faire des tests. Eux, ils disent même qu'il faut faire des IgE spécifiques. Et si les tests sont positifs, on a le diagnostic d'allergie. Si le test est négatif, on fait un test de provocation prudent en hôpital de jour, du fait du risque potentiel d'anaphylaxie, bien sûr. En revanche, lorsque la réaction est de chronologie non immédiate et qu'elle est légère, aucun test n'est utile. Il faut proposer un test de provocation d'emblée chez ces patients. Et si on a une réaction à type de toxidermie, c'est encore une fois une non-question. Déjà, on essaiera de ne pas redonner la molécule parce que c'est trop risqué. Ou alors, si on la donne, c'est vraiment qu'on est certain qu'elle n'est pas imputable. Et effectivement, on fera des tests, mais c'est un autre sujet. Donc, in fine, les recommandations disent qu'il faut classer les réactions d'abord selon leur chronologie, et que quand c'est immédiat, il faut faire des tests cutanés avant de proposer un test de provocation. Mais quand c'est retardé, bénin, on peut proposer un test de provocation direct d'emblée. Voilà. Je vous dirai après. Il y a des recommandations, il y a des concentrations à respecter. Tout ça est parfaitement bien standardisé pour les bêta-lactamines. Alors, par contre, les TPO directs, les tests de provocation par voie orale directs, ne sont absolument pas standardisés pour ces réactions retardées non sévères. Et ils sont très souvent débutés en hôpital de jour, alors que le risque anaphylactique est celui de la population générale, à des doses progressivement croissantes, pour des durées qui sont très variables. En tout cas, ils semblent tout à fait sécures avec un risque anaphylactique qui est exceptionnel.
Et alors du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait travaillé sur des tests de provocation directs, mais en consultation. Et il a bien fallu qu'on démontre que c'était possible de le faire en consultation. Et donc on a pris 456 enfants de 3 ans et demi, on a travaillé avec d'autres centres pour faire un truc un peu multicentrique, qui avaient tous des réactions retardées non sévères aux bêta-lactamines. Et à tous, on a proposé des tests de provocation directe débutés en consultation, pour voir si c'était safe, pour voir si c'était secure. On a exclu les réactions immédiates. J'entends par là les réactions retardées immédiates, c'est-à-dire celles qui, au 3e jour, 30 minutes après, on l'a exclu. Pour pas qu'un reviewer nous dise « Non mais attendez, vous avez des réactions immédiates là-dedans, c'est quand même peut-être... » Bon. Et voyez que sur 456 enfants, il y en a 39 qui ont eu un test de provocation positif. 8,6%, on est toujours dans le 10% à peu près. Et ce qui était très intéressant, c'est que regardez la nature de la réaction observée lors du test de provocation. La réaction initiale est notée en violet, et la réaction lors du TPO en jaune. Quand on avait fait une urticaire, on refait une urticaire. Quand on avait fait un exanthème maculopapuleux ou un érythème, on refait un exanthème maculopapuleux ou un érythème. On ne fait pas un DRESS, un LAIEL ou un truc gravissime. Et quand on a une éruption qu'on appelle dans notre langage foireuse, pour dire non spécifique, on refait ce type de réaction. Et puis aussi, l'extension est moindre dans près de 80% des cas. Et j'ai employé volontairement le terme d'extension parce que c'est pas gravité, c'est des lésions bénignes de toute façon. On parle que de choses bénignes là. Et vous voyez que la chronologie est plus précoce dans pareil 70-80% des cas, ce qui va bien avec un mécanisme immunologique. Donc moi je pense qu'on peut faire des tests de provocation directs en consultation, même si c'est pas encore recommandé. On les laisse, alors en fait, on leur donnait la dose directement et on les surveillait une demi-heure, 1 heure dans la salle d'attente. Et puis progressivement, l'heure s'est transformée en une demi-heure et maintenant je leur dis même s'ils veulent d'aller jouer dehors s'ils veulent ou d'aller à la cafette et ils ne repassent pas me voir s'il ne s'est rien passé. Par contre, on se recontacte quoi qu'il arrive dans la semaine qui suit pour me donner les résultats par mail. Et alors, depuis, les TPO directs ont été effectués dans 8 études, 2178 enfants de 1 à 8 ans. Et là aussi, c'est une donnée qui est importante, 1 à 8 ans. Il y a très peu de données sur les adolescents qui sont probablement plus proches des adultes en termes de physiopathologie, qui font moins d'éruptions cutanées à chaque infection, etc. Vous voyez que les TPO étaient négatifs dans, comme d'habitude, 90% des cas. Que les réactions observées lors des TPO étaient retardées bénignes dans environ 2 à 11% des cas. De temps en temps, on a une réaction immédiate. Ça ne veut pas dire qu'elle est IgE médiée. On peut très bien avoir des lymphocytes T mémoire qui s'activent très vite et qui vous donnent une réaction dans la demi-heure. Et sur ces 2178, il y en a une qui a été considérée comme une anaphylaxie, mais qui était légère, urticaire et vomissement, résolutif sous antihistaminique. Alors une autre question qui demeure, c'est combien de temps doit durer ce test de provocation pour les réactions retardées bénignes ? Le patient il a réagi à 3 jours, je lui donne combien de temps l'antibiotique ? Eh bien, il semble que la valeur prédictive négative augmente avec la durée du test. Dans la littérature, il y a des études où ils ont fait des tests de provocation qui duraient 1 journée, d'autres études où le test durait 3 jours et d'autres où ça durait 5 jours. Et ce qu'on peut voir, c'est que la valeur prédictive négative augmente. Autrement dit, si on a fait un test de 3 jours, vous voyez, vous avez 95% de chances que le patient n'ait pas d'hypersensibilité ou d'allergie si son test est négatif. Ce qui est bien. Mais aucune étude n'a comparé directement les durées. Et tout ça, ce sont des populations différentes. Et en l'occurrence, dans cette étude-là, de 1 jour, il y avait des réactions immédiates. Et en l'occurrence, il y avait 50% des enfants dans cette étude qui n'avaient jamais été exposés antérieurement à la substance. Moi, je pense que c'est beaucoup trop élevé, ce 89. Et nous, on a fait une étude avec plusieurs centres. Et ce qu'on a montré, c'est que vous avez 8 ou 9 fois plus de chances de diagnostiquer une hypersensibilité avec un test de provocation long qu'avec un test de provocation qui dure 1 jour. Alors aujourd'hui, on assiste à un changement de paradigme dans la façon d'analyser les réactions.
Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voyez, les réactions dans les recommandations sont classées selon leur chronologie, en premier lieu, immédiat ou pas. Mais de plus en plus, on les classe maintenant par leur risque en cas de réexposition. Et maintenant, on va faire un petit jeu. Dites-moi un peu, trouble digestif isolé, à votre avis, il est à risque faible, à risque élevé, médium, il est où lui? Ah ouais, même nul, hein. Antécédent familial. Ah ouais, encore moins. Toxidermie sévère, dresse, l'aïeul, etc. Alors ouais, ceux-là, honnêtement, pour moi, c'est les pires. Parce qu'une anaphylaxie, on peut la gérer avec un peu d'adrénaline et tout. Mais un dresse ou un l'aïeul, ça peut être catastrophique, hein, bien sûr. Exanthème maculopapuleux, urticaire ou œdème retardé. Ouais, bah 10%, 8-10%, 8-15%. Aucune réaction grave. Ouais, faible. Le risque est très faible. Maintenant, celui-là, là. Urticaire ou œdème immédiat? Ben, on ne sait pas bien, en fait. Et effectivement, vous avez répondu juste à toutes les questions. Effectivement, là, il n'y a pas vraiment de problématique. Hein. Toxidermie sévère, risque extrême. On fait plus ou moins des tests, hein, parce que parfois, si on est sûr que c'est si avec une seule molécule impliquée, il n'y a pas besoin de faire de quoi que ce soit. Et on fait rarement des tests de provocation. Lorsqu'on a une anaphylaxie, eh bien oui, il est recommandé de faire des tests cutanés, puis ensuite un test de provocation en cas de test cutané négatif. Lorsqu'on a des symptômes cutanés isolés, urticaire, œdème, exanthème maculopapuleux, et que ceux-ci sont retardés, on a bien vu, on fait des tests de provocation directs. Maintenant, si on a la même chose en immédiat, et bien là, de plus en plus, il y en a qui disent peut-être que quand on a des symptômes cutanés isolés, comme notre première vignette, on peut proposer des tests de provocation directe, car la sensibilité des tests cutanés est trop faible dans cette indication. Et de plus en plus, on a l'impression clinique que les tests sont positifs en cas d'anaphylaxie et qu'ils sont tout le temps négatifs sinon. Et donc, il y a une tendance aujourd'hui à dire que symptômes cutanés isolés immédiats, on fait un test de provocation directe, mais en hôpital de jour, sous surveillance stricte. Les recommandations sont néanmoins inchangées. Ce dont je vous parle là, c'est de l'évolution, c'est d'une tendance actuelle. Je pense qu'on va du coup vers un truc un peu comme ça. Mais là encore, c'est une évolution, ce qui me semble être l'évolution. Je pense qu'on va vers ça. Finalement, on a une suspicion d'hypersensibilité. C'est une toxidermie, ou alors il y a des signes qui évoquent une toxidermie, des signes de danger. Dans ce cas-là, on fait ultra attention, test cutané, plus ou moins test de provocation, si l'imputabilité est très faible. On a une suspicion d'anaphylaxie, bon bah oui, on fait des tests cutanés, moi je pense qu'il ne faut pas faire d'IgE. Et si c'est négatif, on va vers un test de provocation en hôpital de jour. Et puis si on a des symptômes cutanés isolés, c'est-à-dire une réaction bénigne, certains disent qu'il faut proposer des tests de provocation directs. Oui, quand c'est retardé, en l'absence de suspicion d'allergie IgE médiée, de signes de danger, etc. On peut les débuter en consultation, mais ce n'est pas encore recommandé. Et certains auteurs disent qu'on peut faire en une dose, moi je le dis par exemple, ou d'autres disent que non, il faut quand même prendre des précautions, commencer à 10% de la dose, ce qui, à mon sens, n'a aucun intérêt. Mais voilà. Par contre, quand on a une réaction cutanée isolée immédiate, il y a une tendance qui dit peut-être faire des TPO directs, mais en hôpital de jour, parce que c'est quand même hyper risqué. Mais vous voyez, trop peu de data pour justifier cette approche. Donc, on est en train de travailler, les équipes qui sont impliquées dans ce type de recherche travaillent sur ça. Nous, dans le service, on commence à faire ça, par exemple. Moi, je dis à mes internes, si vous avez une réaction cutanée bénigne immédiate, vous faites des tests cutanés. Mais si moi, je vois le patient, j'ai un peu plus de recul, alors j'ai moins de recul que d'autres, hein, mais il m'arrive de faire des tests de provocation directs. Si c'est un exanthème maculopapuleux immédiat, pareil que si c'est une urticaire généralisée immédiate, par exemple. Et puis le immédiat est hétérogène. Le immédiat qui survient au bout de 3 jours, franchement. Celui-là, moi, je lui fais un test de provocation directe. Mais le immédiat qui survient après la première prise, attention, pas la même. Alors pourquoi cet exanthème maculopapuleux retardé n'est pas sévère? Et pourquoi donc on peut proposer un test de provocation directe?
Eh bien parce qu'il est monomorphe, qu'il n'a pas duré longtemps, vous voyez, il a duré moins de 7 jours, qu'il n'y a pas d'altération de l'état général et qu'il n'y a aucun signal de danger. Et c'est quoi les signaux de danger? Ben c'est ça. Alors j'ai remis anaphylaxie histoire de remettre une couche. Hein. Jamais de test de provocation directe en cas d'anaphylaxie, on est bien d'accord. Mais jamais de test de provocation directe en cas d'érythrodermie. Si vous avez une atteinte avec une érosion des muqueuses, une atteinte muqueuse, des bulles, des vésicules, une éruption qui est douloureuse, un œdème de la face, très habituel dans les Dress syndrome par exemple. La durée de l'éruption qui dure 10, 15 jours, 3 semaines, méfiez-vous. Oui, bien sûr que ça peut être viral, mais ça peut être le coup d'après une vraie toxidermie, ça pour le coup. Attention aussi aux pustules et aux cocardes. Oui, ça peut être mycoplasme, mais méfiance. Éruption douloureuse. Attendez, sérieusement. Vous avez déjà vu des boutons qui font mal? Ben, c'est que les jonctions sont en train de lâcher entre les cellules. Le coup d'après, c'est un laïeul. Hein. Méfiance. Donc, il faut savoir rechercher ces signaux d'alerte et lorsqu'ils sont absents, proposer un test de provocation directe. Donc moi, j'ai une base de données, et comme les internes dans le service font aussi ce type de consultation, ben je leur ai écrit ça. Et s'il y a écrit non, 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 ils savent qu'ils peuvent faire un test de provocation directe. S'il y a une atteinte organique, aucun débat, aucun test de provocation directe, mais, voire même aucun test de provocation. Je veux dire, s'il a fait une cytolyse hépatique ou une insuffisance rénale, vous avez intérêt à être certain de votre coup si vous lui redonnez le médicament, parce que si vous lui ruinez le foie et qu'il finit greffé, l'objectif est quand même d'abord de ne pas nuire. Et n'oubliez pas que quand vous faites un test de provocation, vous ne générez que des effets indésirables. Il n'y a pas de bénéfice potentiellement. Il n'y a que des... Alors le bénéfice, c'est aussi de se dire je lève la suspicion, bien sûr, et il est très important ce bénéfice. Mais quand même, moi l'autre fois j'ai fait un test de provocation autre chose, hein, à la noix de cajou à un patient, noix de cajou, hein. Genre le Bactrim, quoi. Est-ce que c'est utile chez tout venant, le Bactrim? Honnêtement, quelqu'un qui réagit au Bactrim, bon, soit il a la mucoviscidose ou une maladie où il va en avoir besoin vraiment, bah ok, on va aller loin, on va essayer de lui faire un test de provocation, machin, mais celui qui n'a pas d'antécédent particulier, il peut se passer de Bactrim dans sa vie, ce n'est pas très grave. Le but, c'est de cibler, de restreindre les évictions qu'à un petit nombre de gens. La problématique aujourd'hui est que les 10% des patients qui sont suspects d'être allergiques, eh ben, ils sont tous en éviction des bêta-lactamines, ce qui est un drame. Alors, c'est exceptionnel les réactions croisées avec les autres sulfamides, mais en pratique, déjà c'est très rare les allergies au Bactrim, il faut le confirmer. Et il y a la sulfasalazine qui peut peut-être un peu croiser en théorie, mais c'est assez rare. Hein. Alors, conséquence d'une absence de diagnostic, ou d'une allergie confirmée d'ailleurs, eh ben, c'est qu'on va donner des antibiotiques moins efficaces, des antibiotiques alternes moins efficaces, qu'on va avoir l'acquisition de résistance, par exemple C3G oral, BLSE, aucun problème. Morbidité, bah oui, vous traitez une pneumonie avec une C3G, ça marche moins bien que l'amoxicilline, ça c'est sûr. Et puis bien sûr, in fine, ça c'est tout à fait calculé, notamment aux États-Unis, coût de santé d'un patient qui est allergique, ils sont plus élevés. Et je parlais tout à l'heure avec Tim Ulinski d'un patient dont on m'a parlé. On m'appelle pour me dire, j'ai un patient de 50 ans ou 60 ans, enfin je sais plus, il a une endocardite. Bon, il arrive, il est multirésistant, c'est chiant. Et en fait, il est étiqueté allergique aux bêta-lactamines. On ne peut pas le traiter avec les bêta-lactamines. On lui a mis de la vancomycine. Il a fait un Rainman syndrome. Il a une insuffisance rénale. Il est dialysé. Bon, bah, vous avez tout. Vous avez tout, le résumé. Tout ça parce qu'il n'a pas été désétiqueté et que peut-être il aurait eu besoin d'un test de provocation directe en consultation. Vous voyez? Donc, ce sujet, en particulier de la suspicion d'allergie aux antibiotiques et aux bêta-lactamines, s'inscrit dans un cadre plus général qui est celui de la résistance. En France, par exemple, pour traiter une otite, il faut donner 80 à 100 mg d'amoxicilline. Ben, mais dans Scandinavie, il faut donner 40, quoi. Donc ça veut dire que les trucs résistent. Les microbes résistent. Point.
Alors lui, c'est quasiment la fin. C'est l'avant-dernière diapo. Réaction sous amoxicilline. Sensibilisation antérieure, oui. Mais j'aurais pu mettre non, en fait, parce que ça n'aurait pas changé votre démarche. Il a fait une réaction au bout de 3 jours, 6 heures après la prise. On n'est pas dans un truc immédiat. Il faut toujours demander première prise, dernière prise. Nature, exanthème maculo-papulo généralisé qui ne dure pas, qui dure 4 jours. Conduite à tenir. TPO direct. Moi, je pense qu'il faut le faire en consultation. Voilà, point. Lui, réaction sous amoxicilline, il en avait déjà pris. Il a fait une réaction au bout de 5 jours à type d'urticaire généralisé, 3 heures après la prise. 5 jours, 3 heures. Bon, et ça dure 3 jours, ces boutons. Qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai pas compris. Vous vous dites c'est pas la même chose et vous vous dites faut faire des pricks. Alors on va le faire autrement. Qui fait des tests cutanés? Qui fait des tests cutanés? Qui fait un test de provocation directe? Bah, on est face à une réaction retardée, bénigne, TPO direct. Et d'ailleurs, truc très marrant, moi devant ce type de réaction, vous voyez, 5 jours, 3-4 heures après la prise, les internes me disent ouais c'est bon, il a fait une urticaire au bout de 5 jours. Bon, 5 heures après la prise, il n'y avait pas de dyspnée, il n'y avait pas d'œdème, il n'y avait pas d'œdème de Quink. Je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes là, je comprends pas. Comment tu veux qu'il y ait un œdème de Quink ou une dyspnée sur une réaction qui n'est pas IgE médiée? Ah, c'est pour ça. Je me disais. Je me suis dit oh non, je n'ai pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, ça sert à rien de lui demander s'il a fait une dyspnée à ce moment-là. Comment ça? Vous pensez que c'est une anaphylaxie au bout de 5 jours? C'est impossible. Alors, ça, c'est une autre question. Faut-il continuer les médicaments chez lui ou les arrêter? Eh bien, la réponse, à mon sens, c'est qu'il faut continuer. Et dans la majorité des cas, mais peut-être, alors là, c'est pas chiffré, mais peut-être 80-90%, il ne va rien se passer de plus et il n'y aura pas de suspicion. Dans un petit nombre de cas, l'interaction entre les microbes et le médicament va faire qu'à chaque fois qu'on lui donne le médicament, il va faire une poussée. Bon, bah dans ce cas-là, on l'adresse, on lui fera un test de provocation direct dans quelques semaines ou quelques mois. Et dans 90% des cas, ce test va être négatif. La réalité, c'est que... Non, mais pour avoir... La réalité, c'est qu'on nous adresse ces patients. La réalité, c'est que là, maintenant, vous avez un raisonnement qui est poussé et vous vous dites, mais oui, en effet, à quoi ça peut servir? Mais le fait est que 10% de la population est suspecte d'être allergique. À ces 10% de la population, les médecins refusent de donner des bêta-lactamines au sens très large parce qu'ils ont peur d'une anaphylaxie, parce qu'ils ont peur d'un truc. Et même de faire un TPO direct en consultation pour des réactions retardées non sévères, ça fait peur. C'est pour ça que jusqu'à présent, les gens le faisaient en hôpital de jour. Donc l'intérêt, il est là. L'intérêt, il est de désétiqueter les patients étiquetés à tort le plus souvent. Mais en effet, il y a une autre question. À quoi ça sert, in fine, de le faire? Parce que c'est bénin, quoi. Bah, au pire, il fait une réaction bénigne. Bah ouais. Mais du coup, peut-être qu'on pourrait se dire, dans 10 ans, bah, on ne les teste plus. Moi, ça m'irait. Hein. D'ailleurs, la contre-indication, elle est relative. C'est-à-dire que pour une otite, si à chaque fois qu'il a une otite, il se fait une éruption qui dure 3 jours, qui fait stresser les parents, que les parents ne vont pas travailler, que lui ne va pas à l'école et machin, bon, voilà. Par contre, s'il a une méningite et qu'il a besoin de la bêta-lactamine, on va dire, écoutez, on lui donne la bêta-lactamine. Madame, on va gérer les boutons qui vont arriver, vous inquiétez pas, mais on lui donne. Ce qui n'est pas forcément le cas quand c'est un truc IgE médié, bien sûr. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Mais en pratique, c'est pas très grave de contre-indiquer, au moins de manière relative, chez 10% des gens. Le problème, c'est que 100% des patients allergiques, on leur contre-indique le médicament. Ce qu'il faut, moi ça ne me choque pas, ce ne serait pas un problème si l'éviction était restreinte à un petit pourcentage. Mais la réalité, c'est que les carnets de santé disent allergie, les patients n'en ont plus du tout. Moi j'ai des patients qui ont pris des quinolones à 8 ans, du Bactrim, en veux-tu, en voilà, enfin je veux dire c'est totalement anormal quoi.
venir en vous, on va vous dire, vous avez étiqueté un problème d'allergie contre cet antibiotique, et malgré cela, vous avez encouragé, Oui. Non, non, mais là, on est sur une atteinte qui est bénigne. L'enfant réagit, on lui a prescrit un antibiotique dont il a besoin, sinon on lui en aurait pas prescrit. Moi, je dis aux parents, écoutez, j'explique exactement ce que je vous ai dit. Dans la majorité des cas, il ne va rien se passer. Il est possible qu'il fasse une éruption, un rash un peu plus poussé par interaction entre le médicament et le microbe, mais ce ne sera pas une anaphylaxie ni un DRESS. Le cas échéant, vous arrêterez l'antibiotique, mais à mon avis, continuez-le, finissez la cure et il n'y aura pas de suspicion. Et d'ailleurs, je le fais aux urgences. Aux urgences, maintenant, ils font ça. Avant, ils m'adressaient tous les patients. Maintenant, aux urgences, ils donnent l'antibio. Et j'en ai beaucoup moins qui sont adressés par les urgences. Ouais, tu vois, ça, c'est possible si tu as quelqu'un qui a vraiment du recul sur la situation, qui enseigne le groupe médical avec lequel tu travailles. Ça, franchement, ce raisonnement-là, il faut l'avoir vraiment jusqu'au bout. Il faut oser ne pas faire ces tests de provocation. Il faut quand même un tout petit peu de recul par rapport à la situation. Oui, mais au pire, on arrête l'antibiotique, mais il faudra pas. On dit OK, vous stoppez. Moi, la question qui était posée, c'est est-ce qu'il faut l'arrêter ou il faut continuer ? Moi, je vous donne mon point de vue, c'est qu'il faut le continuer, mais c'est pas un drame de l'arrêter. Par contre, ce patient à qui vous l'avez arrêté parce qu'il y a une suspicion. Il faudra le tester dans pas longtemps pour confirmer ou infirmer. Voilà. Voilà. Ah bah alors après, il y a aussi... non mais ça, il y a aussi ça. Hein. C'est vrai que nous, il y a aussi cette dimension-là, absolument. Alors, in fine, quand on a une réaction immédiate, on se dit que c'est potentiellement IgE médié, risque anaphylactique. Alors, on adresse... Moi, je pense qu'il faut adresser dans un centre pour bilan parce que je pense que les allergologues en ville sont tout à fait compétents pour le faire, les tests. Mais c'est chronophage, il faut diluer, il faut ceci, il faut machin. Attendez, envoyez-le à des gens qui font ça plus régulièrement, qui regroupent les patients, qui peuvent tout préparer, voilà. Et ils feront plus ou moins un test de provocation si le bilan est négatif. Si on a une réaction retardée non sévère, ce n'est pas un mécanisme IgE médié. Le risque anaphylactique est probablement celui de la population générale. On peut faire un TPO direct, dont les modalités restent à préciser. Et donc, il n'est aujourd'hui pas recommandé de le faire en consultation, mais moi, je pense qu'on peut le faire. Et il y a des médecins qui le font. Il y a des médecins qui me disent à chaque fois, mais moi, je le fais depuis 10 ans. Ils ont raison, je pense. Mais ce n'est pas encore la recommandation. Moi, quand j'ai publié cet article-là dont je vous ai parlé avec le TPO direct en consultation, il faut voir la réaction de la communauté d'allergologie. Hein. Ah non, mais c'était... Les gens m'ont dit ça aussi. Moi, mon point de vue, c'est qu'on peut le faire en consultation de ville. Il y en a qui le font. Mais idéalement, il faudrait le démontrer par une étude de faisabilité. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir mener cette étude. Moi, je pense qu'on peut le faire. Il y en a qui me disent « mais j'ai peur, il y a un risque ». Notre métier, c'est de manager des incertitudes et du risque. Et le risque, il est de 1 sur 200 000. Et en plus, une anaphylaxie, tout médecin doit avoir, qui fait des vaccins, donc vous, doit avoir de l'adrénaline voilà. Donc en fait, moi, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être fait en stylo auto-injecteur, normalement. Vous l'avez pas, ça. Ça, c'est un problème. Hein. Ouais. Alors, avec les médicaments, je pourrais vous montrer des diapositives sur l'anaphylaxie. C'est exceptionnel. Alors, les anaphylaxies, c'est quand même c'est fréquent, mais mourir par anaphylaxie, c'est pas fréquent. Médicaments et aliments. Non, là, je pourrais vous montrer les chiffres, mais honnêtement, un patient allergique à un aliment a 20 à 30 fois plus de chances de mourir d'un cancer pédiatrique que de mourir de son anaphylaxie, par exemple. Mais attendez, mais je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que ça arrive rarement, très rarement. Sans doute, il y a toujours un truc. Mais la réalité des chiffres, c'est que ça reste très très rare. Le nombre de morts par anaphylaxie en France sur 30 ans est faible. Je ne dis pas que ce n'est pas des situations à risque. Je ne dis pas que l'anaphylaxie, c'est bénin. Je dis que le chiffre est que le nombre d'anaphylaxies qui induit des décès en France est très faible. Et ceux qui décèdent, ce ne sont pas des enfants. Le facteur de risque, c'est l'âge et les comorbidités. Ah ouais.
Et puis, donc, quand vous avez une réaction retardée à type de toxidermie ou une réaction potentiellement sévère, c'est-à-dire qu'il y a des signes d'alerte, là, il ne faut pas faire de TPO direct. Il faut adresser systématiquement pour prise en charge. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Là, nous, on utilise la desloratadine. Moins de 1 an, ouais. Non, mais on peut donner, c'est 1 an l'AMM, mais honnêtement, il n'y en a pas. Et l'autorisation de mise sur le marché en France, c'est 1 an, mais donnez-lui de la desloratadine, il n'y a pas de problème. Nous, on le fait. Et d'ailleurs, vous savez que dans l'urticaire chronique, on donne 4 fois la dose d'antihistaminique. Donc, on peut doubler la dose. Bon, à un moment donné, voilà, c'est pas un médicament. Moi, je ne donne pas le Primalan. Mais je n'ai pas l'habitude de ce médicament, mais ça peut se donner. Et la maladie sérique, c'est une toxidermie. Ça se classe dans les réactions potentiellement sévères, ici. Et en fait, c'est une réaction qui est très rare, mais qui peut se voir quand même. C'est classique, c'est très classique. Ça donne de la fièvre, de l'urticaire et des arthralgies, avec œdème des articulations marquées. En général 7 à 10, 14 jours après le début du traitement. Et il n'y a pas vraiment de test cutané ou biologique pour évaluer cette réaction. En pratique, certaines équipes font des patchs et des intradermoréactions, mais le mécanisme immunologique n'implique pas tellement les lymphocytes T, c'est plus des anticorps et des dépôts d'anticorps dans les articulations, etc. Et donc il y en a qui proposent des tests de provocation directs. Et de toute façon, c'est bénin, même si c'est très impressionnant. Et ça reste une réaction bénigne, c'est-à-dire qu'il ne va rien se passer, il ne se passe rien derrière. Il ne risque pas une insuffisance rénale, il ne risque pas tout ça. S'il y a une insuffisance rénale et tout, ce n'est pas une pseudomaladie sérique. Alors là, oui, moi je pense qu'il faut la contre-indiquer, mais alors après, n'oubliez pas, dans la contre-indication, peser le pour et le contre. Vous êtes chez un patient qui a besoin de ces médicaments parce que, je sais pas, il a une mucoviscidose ou une autre maladie chronique. C'est pas pareil que si c'est un patient de ville qui a aucun problème de santé particulier. Après, moi, je suis pas choqué par le fait d'exclure le médicament. D'abord, il est recommandé de l'exclure, hein, mais je suis pas choqué d'exclure le médicament à partir du moment où il y a eu une exploration et que, de fait, on ne l'exclut pas chez la majorité et qu'on l'exclut chez une minorité. Est-ce que le test cutané avec la pénicilline est risqué ? Il y a un risque théorique de réaction systémique. Ce risque, il est infinitésimal. Moi, je ne l'ai jamais observé dans ma pratique, mais comme je vous dis, là, on fait de moins en moins en fait, de tests. En respectant les doses, en théorie, il ne se passe rien. Néanmoins, il faut les faire dans des situations de sécurité qui sont d'abord de respecter les doses. On n'injecte pas n'importe quoi à n'importe quelle concentration, à n'importe quel volume. Une intradermo, c'est 0,02 ml d'une solution. On commence toujours par la forme la moins concentrée, puis s'il ne se passe rien, on monte et les concentrations sont connues. Et puis, il faut être capable de réagir en cas de réaction. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver, une réaction systémique, même sévère. Ça peut arriver. Il y en a eu une l'autre fois à Montpellier. Elle avait réagi il y a 25 ans avec de l'amoxicilline. Elle a fait un choc avec hypotension lors de anaphylactique sur une intradermoréaction. Donc, je ne sais pas, mais vous voyez, elle a fait un choc. Donc ça, mais ça peut arriver, mais là encore, c'est exceptionnel et le risque, ça fait partie des choses qu'on doit manager. Les prick tests, il existe, les concentrations, c'est comme pour les intradermaux ou les patchs, sont relativement standardisées pour les bêta-lactamines. Donc il y a des recommandations et, où on nous dit, par exemple, les prick tests, il faut les faire à 25 mg par ml. Voilà. Donc on dilue le produit. Alors, il y a deux façons de faire. On peut faire soit avec des formes injectables qu'on dilue pour obtenir 25 mg par ml, soit on a le droit de faire des prick tests avec des formes non injectables, avec du sirop, comme on peut faire avec des aliments. Par contre, interdiction formelle de faire des intradermoréactions avec ce qui n'est pas injectable. Mais les concentrations, vous regardez les recommandations de Romano, par exemple, et collaborateurs qui sont sortis là, elles ressortent régulièrement. Vous tapez dans PubMed
test cutané bêta-lactam, vous allez avoir un tableau qui vient immédiatement. Vous allez même dans Google et vous tapez ça, je suis sûr que vous trouvez les concentrations recommandées. Voilà. Le prick test est très 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 mauvais dans les allergies aux médicaments. L'intradermo est mieux. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'indication dans les allergies aux médicaments et dans les allergies. Alors, hors toxidermie, hein. Je veux dire, s'il a un dress, on lui met corticoïdes, machin et tout. Mais bon, sinon, il n'y a pas vraiment d'indication pour plusieurs raisons. Mais d'une manière générale, en allergologie, il n'y a pas vraiment d'indication dans les allergies IgE médiées, par exemple aux corticoïdes. Pourquoi? Parce que soit c'est une anaphylaxie, c'est stylo auto-injecteur d'adrénaline. Alors après, si vous n'en disposez pas, c'est peut-être qu'il faut mettre des corticoïdes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça met 2 à 4 heures à agir, le corticoïde. Donc de fait, vous n'allez pas l'aider. Et puis, le DEM de Quink, ça ne va pas aider, ça va mettre 2 à 4 heures à agir. Si ça passe, c'est que ça passe spontanément. Et toutes les anaphylaxies ne décèdent pas bien heureux. Là, il y en a beaucoup des anaphylaxies, heureusement qu'elles ne décèdent pas toutes. Mais le fait est que le corticoïde, IV, IM ou Péros, il met 2 à 4 heures à agir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il rentre dans la cellule, qu'il soit pris en charge par une protéine porteuse, qu'il rentre dans le noyau, qu'il aille inhiber la transcription des molécules pro-inflammatoires, qu'il active celles des molécules anti-inflammatoires, que les transcriptions, traduction en protéines, appareil de Golgi, REG, 4 heures, quoi. Donc, en fait, donc, du coup, pour les allergies, soit c'est bénin cutanéo-muqueux antihistaminique, soit c'est une anaphylaxie, c'est adrénaline. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas tellement de place pour les corticoïdes. Et en plus, si on en donne, les patients, ils font une anaphylaxie, ils prennent des corticoïdes. Ce qui est une erreur. Ça peut arriver, les allergies aux corticoïdes. En fait, on peut être virtuellement allergique à tout, mais ça peut arriver. Et donc, et pour être honnête, ma belle-sœur a une allergie aux corticoïdes, par exemple. Donc, ça peut arriver. C'est le même processus, hein, je veux dire. Alors, on essaie, si c'est une réaction qui est immédiate, on essaye de faire des tests. Alors, il y a des concentrations dites non irritantes pour les corticoïdes. Donc, on utilise des corticoïdes injectables, on fait des intradermaux, on voit. Puis après, si on a un doute, on fait un test de provocation. La démarche reste toujours la même. Et ensuite, il existe des réactions croisées entre les corticoïdes. Et donc, on exclut en pratique les corticoïdes. Mais ça peut être très pénible, mais c'est comme ça. On peut être allergique à un antihistaminique. Mais c'est une rareté, hein, je veux dire, mais ça peut arriver. Oui ? Le soludécadron, classique, ouais. Oui, c'est des choses classiques, ça. Oui, bien sûr, c'est tout à fait décrit, ouais. Je vous en prie. Est-ce que c'est médié ou pas médié? Le cas de psoriasis. Oui. Alors, on sait tous que les malades qui ont le psoriasis, ils passent par des poussées. Il y a des moments où ils vont très bien, ils n'ont aucune lésion. Oui. Et il suffit de stress ou d'autre chose, et surtout d'une seule injection de corticoïdes par erreur. Tel qu'un médecin voudrait avoir un résultat rapide d'une pharyngite, d'une laryngite, et 4 mg de dexaméthasone seulement vont faire une grande poussée du psoriasis sur tout le corps. Là, on a déclenché la maladie qui est psoriasis. Mais est-ce qu'il y a une intervention là, dans la rapidité qui est dans les minutes qui viennent, il va y avoir une flambée de tout le corps, une lésion psoriasique. Est-ce que là, ce passage, cette pharmacocinétique corticoïde et tout de suite les lésions, est-ce que c'est cellulaire? Alors, difficile de répondre à cette question. Mais si la question c'est est-ce que ça peut être une allergie à la dexaméthasone, la réponse est pourquoi pas. Mais c'est pas impossible parce que, en fait, y compris en allergie alimentaire, parfois il y a des patients qui ont de l'eczéma, qui sont allergiques à un aliment et qui font une poussée d'eczéma systématique à chaque prise de l'aliment. Donc c'est pas typique dans la mesure où c'est pas une urticaire, c'est pas un œdème, mais ce sont des choses qui peuvent se voir. Là, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il prend le médicament et immédiatement, donc chronologie, il fait une éruption dont la nature n'est pas évocatrice d'un mécanisme IgE médié, mais
in fine, pourquoi pas? On a affaire à une pathologie qui est un peu immunologique et tout. Moi, je crois que la réponse à cette question, elle se tranchera par éventuellement des tests cutanés, puis un test de provocation. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, je ferai ça. Et si on reproduit une réaction lors des tests de provocation, bah, c'est peut-être qu'il y a effectivement une hypersensibilité confirmée. Après, c'est rare. Mais ça me paraît pas impossible. Moi, je pense qu'il faut faire des tests de provocation. Hein. Honnêtement, parfois, il y a un moment, sinon on peut pas trancher, quoi. Les tests, bah ouais, mais ça c'est. On les fait au cabinet parfois. Bah ouais. Alors l'adrénaline en nébulisation, c'est-à-dire, alors normalement, quand on a une anaphylaxie, ça se traite par adrénaline en intramusculaire. Si les symptômes persistent au bout de quelques minutes, on récidive l'adrénaline. Maintenant, lorsqu'on a un œdème de Quincke, c'est-à-dire une anaphylaxie caractérisée par un œdème du larynx, une dyspnée inspiratoire, une dysphonie, une dysphagie, une difficulté à avaler, etc., une voix rauque, traitement adrénaline intramusculaire, et en traitement complémentaire indiqué comme tel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis l'adrénaline en intramusculaire, on peut mettre des particules en aérosol, enfin on peut lui faire en aérosol, mais la dose qui arrivera localement, elle est 1000 fois ou je ne sais plus combien de fois plus forte quand le truc est donné en intramusculaire. Et l'efficacité, elle est là. Mais effectivement, quand on a des œdèmes de Quincke qui parfois ont du mal à se lever, qu'on a mis une dose d'adré, 2 doses d'adré, en deuxième ligne, on rajoute en aérosol. Mais l'aérosol n'est jamais le traitement de première intention. L'adrénaline en première intention. L'adrénaline chez l'enfant, il ne se passe rien si vous le donnez en excès. Ce n'est pas un adulte. L'adrénaline, l'adulte, vasoconstriction, tachycardie, s'il a une insuffisance cardiaque ou je ne sais quoi, ça peut mal se passer. Mais chez un enfant jeune, le cœur jeune, les vaisseaux jeunes, tout qui sort d'usine, il ne va rien se passer. D'ailleurs, j'ai vécu moi, une situation où on a donné 100 fois la dose d'adrénaline parce qu'il n'y avait pas le stylo auto-injecteur. C'était la transmission à l'unité de soins continus quand je faisais une garde. Je ne sais pas qui a dit à l'infirmière de donner, je ne sais pas qui a dit, on m'appelle, on me dit « Attends, il y a un problème, là. Je ne sais même pas qui a prescrit le truc ». Il a reçu 100 fois la dose en IV. Et ben, il a eu... Non mais un adulte serait peut-être... ça serait mal passé. Le patient, il a eu 30 secondes un peu palo, parce que vasoconstriction massive, une poussée de tension, mal à la tête, il a fait une espèce de nausée, et puis terminé. Il n'avait pas d'antécédent particulier, il n'était pas cardiopathe, il n'était pas machin, heureusement pour nous, mais voilà, pour vous dire que ne faut pas avoir peur de donner de l'adrénaline chez l'enfant. C'est pas grave. Non. Non, mais c'est pas grave. Alors après, c'est sûr qu'il vaut mieux pas se tromper. Je veux dire, je vais pas vous dire que c'est ok, on s'en fout maintenant des posologies en médecine, mais bon, c'est pas très grave chez l'enfant. Parce que parfois, on a le stylo à 0,3 et on commande le stylo 0,15. Ben, moins de 25 kg 0,15, plus de 25 kg 0,3. Oui, dans 20% des cas. L'histoire naturelle, c'est que 80% des gens gardent leur allergie et dans 20% des cas, ça disparaît. Donc, quelle que soit la nature de la réaction initiale, qui, encore une fois, est très dépendante de plein de facteurs, par exemple les facteurs intra-individuels dont on a parlé tout à l'heure, les menstruations, la fièvre, l'infection, la privation de sommeil, etc. Et puis, les facteurs liés à la substance elle-même. Est-ce qu'il a mangé un Snickers, une cacahuète directement, un gâteau qui contenait des toutes petites quantités, un curly, voilà. Mais en tout état de cause, 80% des cas ça persiste, 20% des cas ça disparaît. Donc l'histoire naturelle est que dans 20% des cas ça disparaît. En général, tôt. Donc s'il a fait une anaphylaxie au départ, est-ce qu'il va faire une anaphylaxie ? Non, s'il a fait, parce que les facteurs qui induisent une anaphylaxie dépendent de l'individu et de ce qu'il a consommé. Et c'est pas parce qu'il a fait une anaphylaxie, ça se trouve, il était dans son jardin en train de courir, il a fait du sport pendant 2 heures, ensuite il a mangé un gâteau qui contient de la cacahuète, donc il y a l'effort comme facteur aggravant.
la quantité qu'il a pu avaler. Nous, en test de provocation, ils sont sains, ils ne font pas d'efforts, ils sont au repos. On leur donne des quantités très faibles qu'on augmente progressivement. Ils peuvent ne pas refaire une anaphylaxie. C'est pas parce qu'on a fait une anaphylaxie une fois qu'on va refaire à chaque fois. Parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent sur le fait qu'on fasse une anaphylaxie ou pas. Les recombinants, ils n'indiquent pas forcément le risque anaphylactique. Ils aident pour dire que le patient a risque d'être allergique, d'être réactif. Bof. C'est pas si clair que ça, franchement. Parce qu'encore une fois, il existe... C'est très... le patient qui en soirée, qui d'habitude a un seuil, en test de provocation, qui a un seuil de tolérance élevé à la cacahuète, en test de provocation, donc tranquillement, au repos, dose progressivement croissante, il a un niveau à, par exemple, 300 mg de protéines, autrement dit une cacahuète. Ce même patient, apéritif, vin, il se couche à 2 h du matin, et lui, il prend pendant la soirée une demi-quart de cacahuète, il peut faire une anaphylaxie. Donc attention, les tests, etc. Les facteurs qui font qu'on fait une anaphylaxie sont très complexes et ne sont pas mesurables par les tests biologiques. Alors aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que l'association de certains tests pouvait être prédictive du seuil de réactivité. Mais vous voyez, là, on est en train de parler d'études. En routine, on n'a rien. Ce qu'on sait, c'est que si, par exemple, on est positif à ARAH2 ou à une protéine de stockage de la cacahuète, on a un risque élevé d'être réactif, d'être allergique. Mais non, pas sévère. D'être réactif, parce que la sévérité dépend de beaucoup de facteurs. Voilà. Non, c'est réactif. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et donc, ce qu'on fait pour savoir, c'est qu'on suit le patient. On lui propose de faire régulièrement des dosages et d'IGE spécifiques de recombinants et puis des prick tests. Et selon l'évolution, si elle est à la baisse, on peut proposer de faire un test de provocation pour confirmer la guérison. Voilà. Parce qu'après, nous, on a la chance de pouvoir effectivement en disposer. Mais si vous n'avez pas les recombinants, vous avez le prick test avec juste le natif déjà, avec la cacahuète. Vous écrasez une cacahuète, vous le mettez sur la peau, ou alors vous la diluez avec un peu de sérum physiologique. Voilà, bien sûr. Alors, ce test est ultra puissant. Que les choses soient claires. Les prick tests natifs ou aux extraits. Et la puissance, elle est de combien ? Je vais vous dire, elle est pour le lait, l'arachide, le fruit à coque, le blé et l'œuf, les prick tests sont aussi sensibles que les IGE spécifiques, pas les recombinants, les IGE spécifiques. Donc lait, œuf, arachide, fruit à coque, blé, les prick tests sont aussi sensibles, 85-90% de sensibilité. Et ils sont plus spécifiques que les IGE spécifiques. Ils sont plus spécifiques, ça veut dire qu'il y a moins de faux positifs avec les prick qu'avec les IGE. Donc c'est des tests ultra puissants, les prick tests. C'est ultra puissant. C'est mieux qu'un IGE spécifique, puisque c'est de même sensibilité, mais que c'est plus spécifique, c'est-à-dire que ça donne moins de faux positifs. Alors, mais à l'œuf, excusez-moi, l'œuf en extrait ou en natif? En extrait. Ouais. Ouais. Et vous avez fait avec le natif? Et il était positif? Ouais. Alors, c'est pas impossible déjà. L'idée, alors l'extrait, il peut ne pas contenir tous les allergènes. Parce que pour fabriquer l'extrait, il faut parfois le chauffer, mettre des conservateurs, mettre des machins, mettre des nanas. Et tous les allergènes fragiles,
ils sont un peu détruits. Mais avec l'œuf, l'ovomucoïde, par exemple, qui est sensible à la chaleur, qui résiste à la chaleur et tout ça, en théorie, n'est pas détruit. Donc ça veut peut-être dire que lui, il était allergique à une autre molécule que celle qui est... Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'œuf contient beaucoup d'histamine. Et donc, si vous faites un test, il peut être fortement positif. Et oui, bien sûr. Et du coup, ça peut faire des gros trucs. En tout état de cause, la sensibilité des prics, elle est de 85-90%, ce qui signifie que la probabilité que le test soit positif si l'enfant est allergique, elle est de 85 à 90%. Donc il y a 10% de patients qui sont faussement négatifs. Bon, c'est pas grave, il faut juste le savoir. Il n'y a pas de test, ça n'existe pas, le test parfait. Mais ça n'existe pas. Donc cette discordance n'est pas un problème. Lorsqu'il y a cette discordance, on peut faire des IgE, mais vous risquez d'avoir plus de faux positifs. Même si les IgE sont négatifs alors que votre histoire elle est évocatrice, eh ben, proposez un test de provocation. Voilà, exactement. C'est ça qu'il faut faire. Si vous n'avez pas accès au test de provocation, c'est plus compliqué. Sachez néanmoins que pour l'œuf et le lait, les formes cuites sont tolérées par 70% des allergistes, voire 80% des allergiques. Donc, à un moment, si vous hésitez à faire un test de provocation, si vous êtes dans votre cabinet, que vous sentez que vous bidouillez un truc, avec le lait et l'œuf, d'abord vérifiez les prics, d'abord. Si vous sentez que c'est jouable, donnez-vous du temps, parce que ça guérit dans 80% des cas, les allergies au lait et à l'œuf. Donc, attendez 1 an, 2 ans. En fait, vous gagnez en faisant ça. Et puis, si vous faites un test de provocation, le mieux en hôpital de jour, sous surveillance, il n'y a aucun débat. Mais vous pouvez aussi commencer par des formes cuites, par un boudoir, un gâteau qui contient... Voilà. Attention au bidouillage. Moi, j'aime pas du tout dire qu'il faut bidouiller, mais à un moment donné, il faut avancer. Nous, on a la chance de pouvoir avoir un service, on fait des trucs. Je comprends bien que ça peut ne pas être le cas partout. Dans ce cas, donnez-vous du temps, surveillez la décroissance des IgE spécifiques si possible ou de la taille du prick test et commencez par l'aliment bien cuit en très très petite quantité. Bien cuit, ça va passer. En mode normal. Ouais. Voilà. Merci beaucoup.